Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment du coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, David Goudreau. Et David, ton coup de cœur littéraire, c'est La vie et dommage de Jean-Christophe Cloutier, basé sur les œuvres de Jack Kerouac. Exactement, en fait, c'est publié chez Boréal. Ce qui est intéressant, c'est un exercice qui a été fait de colliger finalement beaucoup d'œuvres inédites de Kerouac en français. Et ce qui ressort de ce livre-là, c'est à quel point Kerouac pensait, braillait et écrivait en français. En tout cas, beaucoup plus que je ne le croyais. Exactement, vraiment. Et ce qui m'intéresse là-dedans particulièrement, c'est l'oralité. Il écrit, c'est bourré de fautes magnifiques. Tu sais, la façon qu'il écrit les mots en français, puis on voit vraiment que c'est appris à l'oreille, puis que c'est dit presque sur la page. Tu sais, c'est vraiment écrit dans une langue qui est dite, donc ça vient chercher mon côté un peu plus près de l'oralité, justement, slammer, chanteur et compagnie. Et finalement, c'est d'une très, très grande sensibilité. Puis on voit vraiment la poésie. Puis Jack Kerouac, c'est quelqu'un qui arrive vraiment bien à la jonction entre le récit, entre le roman et la poésie. Il a fait d'ailleurs lui-même plein de haïkus, il écrit de la poésie évidemment, mais même dans son écriture romanesque, dans son espèce d'œuvre globale, pour moi, il y a plein d'aphorismes qu'on peut enlever du texte et qui sont en fait plein de poésie aussi. Et pour moi, c'est vraiment une belle découverte de redécouvrir finalement Kerouac à travers ses écrits en français, en québécois. On entend la langue québécoise et plein aussi d'anglicisme, puis ça montre à quel point aussi l'identité passe beaucoup par la langue. Puis je pense que c'est un homme qui a souffert beaucoup d'être finalement assis entre plusieurs identités différentes, puis parfois, je pense, de ne pas trouver sa place, puis les difficultés que ça amenait parfois de penser ou d'écrire son premier jet en français, devoir le traduire pour rejoindre son lectorat, de pas nécessairement se sentir à sa place, peut-être dans certains milieux, parce que d'une culture différente, mais d'une culture qui pouvait jamais habiter complètement, tu sais, né de parents québécois aux États-Unis, lui s'est promené aussi, donc vraiment une belle redécouverte de l'homme, vraiment une redécouverte de la personne derrière le personnage, grâce à ses propres écrits. Et pour lire cet ouvrage-là, faut-tu être un fan de Jack Kerouac? Ah non, même que moi, je dirais que ça peut être un très bon premier contact avec Jack Kerouac, avant même de lire On the Road, le classique, évidemment, ou autre. La nuit est ma femme, c'est un texte magnifique en français, puis je pense que ça ajoute en plus, peut-être comme premier contact, avec Kerouac, de dire « Hey, ça a été écrit en français », tu sais. Puis après, d'aller découvrir ces romans, peut-être même ceux qui sont capables de les lire en anglais, puis voir à quel point il maîtrisait cette langue-là, puis à quel point il maîtrisait différemment et étonnamment le français. Donc, vraiment, un beau voyage, un beau livre, vraiment. La vie et dommage de Jack Kerouac. Et là, tu me parlais de Dan Fante. Ouais, ben en fait, juste envie de faire un petit clin d'œil parce que, bon, je parlais de l'importance de la littérature québécoise. Puis on fait un petit saut aux États-Unis avec ce descendant de Québécois ancré chez nos voisins du Sud. Mais il y a un auteur que j'adore, qui est Dan Fante, le fils de John Fante d'ailleurs, qui a eu un certain succès. Et Dan Fante, qui fait de la poésie, entre autres un recueil que j'adore qui s'appelle Kissed by a Fat Waitress, qui est merveilleux. Et qui a aussi publié un livre, en fait, une biographie justement de son histoire familiale qui s'appelle Fante, A Legacy of Drinking, Writing and Surviving. Et c'est vraiment intéressant. Puis moi-même, étant un écrivain sobre depuis plusieurs années, je me reconnaissais dans son parcours, dans le parcours de son père aussi, qui a vécu de grandes difficultés, de grandes rames, mais aussi de grandes passions. Puis c'est vraiment un livre, là, moi je l'ai lu en anglais, je maîtrise pas complètement l'anglais, mais c'est tellement bon, tellement bien écrit que même en anglais, ça reste passionnant. Donc, ceux peut-être qui voudraient faire une petite découverte, je vous recommande fortement Dan Fante, Jack Kerouac et David Goudreau. Mais qu'est-ce que t'aimes de Dan Fante? Je dirais il y a quelque chose de très dur et très tendre, en fait. Puis peut-être, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à lui en parlant de Jack Kerouac aussi. Parce qu'il y a cette... on sent des hommes éprouvés par la vie. On sent que la vie
a été difficile, ça a été des chemins tortueux, mais qui ont gardé l'essence de leur âme, pour employer ce gros mot qui est âme. Tu sais, on sent que malgré toutes ces difficultés, malgré même le parcours littéraire chaotique, parfois chaotique, l'essentiel est demeuré. Tu sais, on sent que malgré les douleurs, malgré l'amertume, il y a un véritable amour pour l'écrit d'abord, pour l'autre aussi. Tu sais, on sent que même si c'est difficile pour eux d'être en relation avec l'autre, il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. Tu sais. Puis pour moi, ça vient vraiment là, faire vibrer des cordes très sensibles chez moi. Tu sais, non, malgré tout, je vais continuer à dire ma vérité à moi, ma réalité, puis je vais essayer de porter mon projet littéraire, même si ça fonctionne pas toujours, même si ça rejoint pas tous les gens que je voudrais que ça rejoigne, même si je peux être mal interprété par moments, je vais continuer à porter ça, voilà, à bout de bras envers et contre tous, puis à dire ce que moi je ressens, ce que moi je vis avec mes mots à moi. Et c'est ce que je retrouve finalement chez Jack Kerouac et Dan Fantin. Et en période d'écriture, est-ce que tu es capable de lire ou tu mets ça de côté complètement pour pas te laisser inspirer par ce que tu lis? Ah non, moi je pense que pour écrire un peu, il faut lire beaucoup. Non, en fait, je pense j'arrête jamais vraiment de lire. Ouais, j'ai toujours plusieurs livres en fait ouverts. Souvent très différents. J'essaie toujours d'avoir un essai qui traîne à quelque part. Évidemment, la poésie un peu partout dans la maison, de la bande dessinée aussi. Peut-être le roman qui est plus difficile quand moi-même je suis en train de travailler un de mes romans, mais il y en a quand même toujours un d'entamé qui m'attend à quelque part dans la maison, qui me gouette, qui me couette, hein? Ben, beau lapsus sur le coin du lit et qui me guette dans le bureau. Donc non, effectivement, il y a toujours de la lecture et de toute façon, on se fait toujours influencer. Moi, je pense qu'on ne réinvente pas la roue, on la fait rouler à sa façon. Mais mes romans, à quelque part, c'est la somme de tous les romans que j'ai lus avant, de la poésie qui m'a intéressé, des auteurs que j'ai rencontrés et des personnes que je croise. Donc, on est influencé par tout ce qu'on vit. L'humain est une éponge à qui il pousse des bras pour écrire. C'est beau, ça! Yeah. As-tu toujours été un grand lecteur? Oui, vraiment. Ah vraiment. oui? En fait, j'ai pas souvenir d'un moment de ma vie où les livres étaient pas présents. Très, très jeune, mon père m'amenait déjà à la bibliothèque. Ma mère avait beaucoup de livres aussi. J'ai toujours été en contact avec les livres. J'ai toujours trouvé que c'était un objet intéressant. Tu sais, j'ai toujours voulu voir le format, la typographie. Je lisais des livres qui étaient beaucoup trop élaborés pour moi. Donc, enfant, je me suis... Puis je me suis intéressé à la littérature jeunesse aussi assez vieux. Donc, j'essaie de m'intéresser à tout. Tu sais. Il y a vraiment, je pense, des choses qui se font intéressantes dans tous les genres, de toutes les façons. Puis j'essaie de découvrir ça. Tu sais. J'essaie de garder ma curiosité. Tu sais. Même dans les genres qui me parlent moins, ben non, il y a aussi là-dedans des auteurs à découvrir ou à redécouvrir. Donc, vraiment, c'est un beau bordel, ma bibliothèque. D'ailleurs, moi, je ne fais pas trop de classement, donc... c'est quand je cherche quelque chose, parfois je sacre un peu, mais sinon j'ai toujours plaisir à regarder la bibliothèque des autres déjà, et ça en m'en dit long, beaucoup hein, oui, sur vraiment, quelqu'un. vraiment, c'est la première chose que je fais mais je suis poli quand même parce que pour moi ça relève de l'intimité. Quand je rentre chez quelqu'un, je me demande toujours est-ce que je peux jeter un œil à ta bibliothèque? Et on me dit rarement non, évidemment, mais quand même, je prends le temps de demander. Et j'aime aussi regarder ma propre bibliothèque puis voir à quel point c'est éclectique et parfois même bizarre. Tu sais. Puis moi, je trouve ça parfait, tu sais, qu'il y a une histoire de dragon à côté d'Albert Camus, puis qu'on est Victor Lévy-Beaulieu qui fréquente la littérature érotique, puis qu'il y a des bandes dessinées à travers, puis plein de trucs, tu sais. Donc, parce que voilà, la littérature peut être généreuse, et il faut être généreux comme lecteur en retour. Tu sais, pour moi, il y a une espèce d'échange. Tu sais, la littérature m'a tellement apporté et m'apporte tellement aujourd'hui comme lecteur et comme auteur que je me permets d'être généreux avec elle. Tu sais. Puis quand je vais dans une librairie, je repars toujours avec un livre et j'essaie le plus possible que ce soit des livres d'auteurs québécois d'abord et souvent d'auteurs parfois plus obscurs ou dans des genres...
qui me parlent moins. J'ai essayé de faire des découvertes. Puis on en parlait tantôt, tu le disais, tu sais, le truc, c'est d'ouvrir un livre puis de se permettre de lire quelques phrases. Est-ce que le style nous parle? Puis sinon, est-ce que la couverture nous parle? Est-ce que la typo? Est-ce que la face de l'auteur? Moi, ça m'arrive d'acheter des livres juste parce que je trouve que l'auteur a une drôle de face. Je me dis, hey, avec une face de même, il doit écrire quelque chose d'intéressant. Ou parce que je trouve que l'auteur est cute. Ou au contraire, je me dis, mon Dieu, cette femme-là est pas très jolie. Elle doit sûrement avoir une belle écriture. Parfois, la même chose pour les hommes. Et que je t'aime pas la face, toi. J'espère que tu vas me parler parce que sinon, on s'aimera pas. Et ça arrive. Que ça se répare. Oh ouais, vraiment, toutes les raisons sont bonnes en fait pour acheter un livre. Vraiment, moi je vois ça comme un produit accessible, c'est pas un produit de luxe parce qu'on a l'impression que les livres sont chers, mais ils sont tellement pas chers pour le travail qui est mis dedans. Il faut savoir que les auteurs travaillent à 16 cents de l'heure, puis que les maisons d'édition, la plupart, ne roulent pas sur l'or non plus. Donc c'est pas du luxe de participer à sa culture puis de participer à la vie du livre de façon plus large. En se permettant d'en acheter, puis de les laisser traîner, puis de les passer après. Moi, il y a ça aussi, t'sais. Des fois, ça me dérange un peu quand il y a des gens qui viennent me voir au Salon du Livre, ils sont tout heureux, ils disent « Hey, ton livre, il est tellement bon, je l'ai passé à toute ma famille, il faut au moins 15 personnes qui le lisent. » Puis là, dans ma tête, ça fait 15 personnes qui ne l'achèteront pas et qui feront perdre mes petits droits d'auteur qui sont déjà pas énormes. Mais en même temps, c'est parfait parce que tu le fais vivre, le livre. C'est ça l'important, c'est qu'il soit lu. T'sais. Fait que promène-le puis fais-le. T'sais. Puis moi, souvent, je laisse traîner des livres aussi. J'ai même fait un trip un moment donné, un long voyage, le seul vraiment long voyage que j'avais fait. T'sais. Puis je m'étais lancé un défi. Puis pendant le voyage, j'ai lu, je pense, une dizaine de livres. Puis chacun des livres, je les ai abandonnés dans des gares, dans des aéroports, dans des parcs. Puis je les prenais en photo pour avoir un souvenir. Mais vraiment, je l'abandonnais là pour qu'il soit repris, qu'il soit relu, qu'il se promène. Puis parfois, je fais ça encore aujourd'hui, donner des livres juste pour le plaisir de les donner. Puis il y a des livres que j'adore, que je donne en sachant que je vais le racheter. Il y a des livres que j'ai rachetés 4, 5, 6 fois. Puis c'est bien correct, parce que ce livre-là, il vaut la peine d'être relu et acheté de nouveau. Puis là, il traîne dans ma bibliothèque. Je me dis, je vais le relire bientôt, je vais le relire. Puis il y a quelqu'un qui vient puis qui fouine. Je me dis, OK, il est pars avec ça. C'est bon, fais-moi confiance. Puis là, je le rachète. Puis c'est correct. Si tu me permets, David, on s'arrête. Ça va être la chronique littéraire et on se reparle pour la conclusion de l'émission. Parfait.